Donc, je suis Anne-Cécile Robert et je suis journaliste au Monde diplomatique et je vais animer cette table ronde, même si, au vu des intervenants, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'animation à faire. Ça va se faire tout seul. Je ne vais pas parler longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut surtout qu'on puisse les écouter. Je voulais juste, en commençant, apporter ma solidarité à Philippe et au festival contre les menaces dont ils sont l'objet. C'est absolument scandaleux. Et nous espérons que ce problème va être réglé au profit du festival le plus rapidement possible. Donc je suis ravie d'animer cette table ronde pour deux raisons. La première, c'est que cette question des ressources naturelles en Afrique est une question fondamentale qui devrait être une source de richesse pour le continent, mais qui, étant pillée en permanence, prive en fait le continent de ce qui pourrait être un moteur de son développement et de son essor. Et c'est l'occasion de dire et de redire devant un public qui le sait, mais il faut quand même le redire, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie par des mécanismes qui font qu'on lui prend ses richesses. Et c'est ces mécanismes, ces processus d'appauvrissement qu'il faut constamment dénoncer et pour les mettre à jour et surtout lutter contre leur perpétuation. Et la deuxième raison, justement, qui fait que je suis contente d'être ici, c'est qu'avec nos intervenants, on va voir des solutions. C'est-à-dire qu'on va se projeter aussi dans de l'action positive pour montrer qu'on peut lutter contre tous ceux qui pillent l'Afrique et qui la privent de ses ressources. Alors, nos invités dans le désordre seront donc à ma gauche, je ne sais pas si c'est une prise de position politique, tu nous diras, Sergio Lopez, qui est le président de l'ONG Wildlife Angel et qui travaille très concrètement à la lutte contre le braconnage en formant des rangers en Afrique. À ma droite, ce n'est pas non plus, j'imagine, une prise de position politique, Henri Tuiliez, qui lui représente la plateforme de défense des lanceurs d'alerte en Afrique, qui a le joyeux nom de PLAF. Ça fait rigolo comme ça, mais en fait, je crois que vous ne faites pas que des choses marrantes. On aura depuis Kaolack, au Sénégal, Fadel Barro, qui travaille avec la PLAF, mais qui est aussi du mouvement Y en a marre, que vous connaissez sans doute, ce mouvement de jeunes Sénégalais qui travaillent à reconstruire la citoyenneté et la démocratie dans leur pays. Et c'est lui qui va commencer, notre ami Youssef El Ali, dont on a eu un joli portrait du papa tout à l'heure, et qui préside Océanium, une association sénégalaise qui a commencé par s'occuper de la mer et des ressources halieutiques, mais qui s'occupe maintenant de beaucoup de choses, et en particulier de la lutte contre les gens qui coupent illégalement du bois pour s'en mettre plein les poches et exporter ça dans la plus totale opacité et au détriment, bien sûr, des populations locales. Alors, c'est toi qui commences, et je crois que tu as donc un petit film pour présenter Océanium. C'est ça, d'accord. On va commencer par présenter Océanium. En anglais, on dit un teaser, mais j'aime pas trop l'anglais, donc c'est un petit film de lancement. C'est un peu une présentation de ce que Océanium fait. Donc, Océanium, c'est une association sénégalaise d'utilité publique et qui préserve l'environnement. Donc, on a commencé par protéger le cymbium, qui est un mollusque qui, pendant une période janvier, février, mars, 100% des femelles étaient pleines. Et donc, on a fait voter une loi contre cela. Ensuite, on a planté de la mangrove. On a réussi à planter, Philippe avait dit 20 millions, mais l'Océanium a planté 150 millions d'arbres. Donc, sur un premier programme, qui est le plus grand programme de la planète de reforestation de mangroves. Et aujourd'hui, nous partons sur un deuxième de 7000 hectares. C'est environ 35 millions d'arbres plantés. On plante environ 10 à 15 millions d'arbres. Donc, mon père plutôt dans la bande sahélienne, dans le nord. C'est d'ailleurs assez difficile.
Nous, Océanium, plutôt dans le sud, Casamance, Sine Saloum, et donc on lutte beaucoup contre la pêche à l'explosif. On lutte plus, mais on a lutté dans les années 90 parce que les gens jetaient une dynamite et pêchaient plus facilement. Ensuite, on ressort de l'eau beaucoup de filets perdus. Les gens pêchent avec un filet nylon qui, en plus d'être interdit dans toutes les lois mondiales, est interdit au Sénégal, mais toléré. Donc, on plonge, on les ressort et on les envoie à la décharge parce que bon, c'est moins dangereux. Donc, un peu le teaser, c'est un peu pour montrer ce que l'Océanium fait. Parce que moi, j'ai pas trop de mal avec l'anglais. C'est pour ça que j'ai dit teaser. Bon, on peut lancer le film alors. J'ai 40 ans. Je suis un Sénégalais de la génération de la couche d'ozone. De celle à qui on a répété qu'un changement de comportement était nécessaire. En même temps, depuis Dakar, et avec l'insouciance de la jeunesse, tout ça paraissait tellement lointain. Et puis en grandissant, les années offrent un outil formidable, la comparaison. Les anciens m'avaient dit que les baobabs étaient sacrés, mais je les ai vus tomber, un par un. Il n'y a plus de forêt au Sénégal. Chaque minute, il y a un terrain de football qui disparaît. Il n'y a plus de forêt. Les conséquences pour les habitants, c'est énorme. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de miel. Les abeilles ont disparu, les ruches qu'on a installées ne sont pas colonisées, tout simplement parce qu'il n'y a plus de forêt. L'arbre symbolique du Sénégal, le baobab, il n'y a plus de régénération en forêt. Ça, c'est ça qui est grave en fait. Mes parents m'avaient dit que la baie de Han était la plus belle baie du monde. La pollution est en train de nous détruire. Le plastique est un tueur silencieux. Imaginez-vous, seuls 4% de nos déchets sont recyclés au Sénégal. Tout le reste, c'est-à-dire les 96%, restent endormis dans la terre et étouffent la planète. Dans cette eau, je me baignais et il y avait des poissons. Il n'y a plus de poissons au Sénégal, il y a plus de 21 000 pirogues. Les 70% de ces pirogues ne partent plus en mer. Tout le monde est à quai, tout le monde attend le poisson. Il n'y a plus de poissons parce que nos eaux ont été transformées en désert liquide. Le Sénégal perd 80 cm de trait de côte tous les ans. La hausse du niveau de la mer menace le littoral. Cette maison-là, elle est ici depuis 1995. C'est tombé la semaine dernière, quoi. Presque toutes les maisons sont tombées. Notre environnement est empoisonné. Il est en train de mourir. Franchement, on pourrait être découragé par l'ampleur de la catastrophe. Et pourtant, nous gardons espoir. Car ceux qui agissent sur le terrain sont nombreux et passionnés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore agir. Et nous avons des solutions. Depuis 2006, nous avons reboisé 20 000 hectares de mangroves et nous avons mobilisé 140 000 personnes. Ces palétuviers captent le gaz carbonique mieux et plus vite que n'importe quel autre arbre. Ça contribue à lutter contre le réchauffement de la terre. Comme chaque année, on a nettoyé un fond marin. On ramasse toutes sortes de déchets, mais surtout les filets abandonnés. Car même au fond de l'eau, ils vont continuer à capturer les poissons qui vont mourir sans raison. Au Sénégal, nous, à Joal Fadjri, on était les plus grands braconniers de tortues parce qu'on les prenait comme des poissons. Et on s'est dit, nous aussi, on a un rôle. On ne doit pas être des braconniers, mais on doit être des protecteurs. Donc c'est très important pour nous, population du Sénégal, de protéger les tortues parce que c'est une espèce emblématique pour la biodiversité. Nous avons 5000 plants pour le moment, mais nous voulons atteindre 1 million de plantes chaque année. Tout le monde peut le faire chez soi, produire, semer et obtenir une plante. On fait tout ça pour verdir le Sénégal. Le combat n'est pas gagné, loin de là. Mais des solutions existent. Battons-nous pour les faire vivre. Bon, très joli teaser.
Alors, dis-nous-en un peu plus maintenant. Voilà, bon, aujourd'hui, c'est un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup. C'est la coupe abusive de bois. On s'est rendu compte que le bénéfice pour la planète de planter des arbres est pas assez quand on se permet de couper des arbres. Et donc, depuis 2010, on a remarqué qu'au sud du Sénégal, le bois de Vène, le rosewood, le bois de rose, disparaissait. Mais quand je dis disparaissait, c'est-à-dire on ne savait même pas, ils étaient coupés, mais on les trouvait même pas dans le territoire sénégalais. À partir de 2015, des lanceurs d'alerte ont commencé à nous interpeller et on s'est rendu compte que sur toute la frontière gambienne, à 10 ou 15 km à l'intérieur, il se trouvait des dépôts de bois à ciel ouvert. Et donc ces dépôts de bois de rose, et sur toute la frontière avec le Sénégal. Et dans les papiers de la douane chinoise, on s'est rendu compte que la Gambie, tout petit pays minuscule qui fait même pas 1/50e du Sénégal, était le deuxième plus grand exportateur de bois d'Afrique de l'Ouest, alors qu'ils n'ont pas de forêt de bois de Vène. Donc, les Gambiens rentraient au Sénégal, ou les Sénégalais coupaient le bois de Vène et le passer par la Gambie et arriver à l'exporter. Parce que chez nous, l'exploitation et l'exportation sont interdites de bois de Vène. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé par un pays frontalier pour l'exporter. Donc, on a dénoncé, c'est passé, je pense, dans le monde. Il y a eu 1 million de vues, tout le monde s'est intéressé à ça. La compagnie maritime a même refusé l'export de ce bois, finalement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils sont très forts. Ils sont passés par le Mali. Donc aujourd'hui, ils passent par le Mali. Ils prennent du bois de toute la sous-région. Le Mali est un pays désertique. Donc ils prennent tout le bois de la sous-région, Guinée-Conakry, etc. Et ils le font passer par le Mali. Et du Mali, ils obtiennent des papiers vrais, faux ou faux vrais d'exportation, parce que là-bas, on peut leur permettre d'exporter du bois semi-travaillé ou travaillé. Ils le repassent au Sénégal et il va en Chine. Donc, c'est aujourd'hui un peu pour ça qu'on est là, parce qu'il faut qu'on arrive à changer les choses, notamment en changeant les lois, en changeant les textes. C'est un peu, je pense, le plus grand combat. Parce que si on arrive aujourd'hui à accepter qu'on puisse couper du bois en Afrique, c'est toute la planète qui va se réchauffer. Parce que la France, elle a beau avoir la plus belle forêt du monde, c'était le cas à un moment, ben vous allez souffrir du réchauffement de la Terre parce qu'on coupe chez nous. Et si ce n'est pas chez nous, c'est en Amazonie, si ce n'est pas en Amazonie. Donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à interdire toute l'exportation de bois. Parce que nous, au Sénégal, nous, Sénégalais, on va continuer de couper du bois pour faire des meubles, on en a besoin, mais on est 10 millions. C'est quand le développement de la Chine arrive et qu'ils ont besoin de se développer et qu'ils sont 1 milliard et qu'ils ont besoin du bois qu'ils n'ont plus chez eux, ils ont pillé la forêt en Asie, ils ont pillé Madagascar et aujourd'hui ils sont en Afrique de l'Ouest. Et le problème, c'est qu'il y a déjà plus de Vène chez nous. On parle du bois de Vène, mais il n'y en a plus. Et je pense qu'on a quelques images de la dégradation. Donc ça va passer en off, mais vous allez voir, c'est 5000 conteneurs de bois qui quittent le Mali, 3000 qui quittent la Gambie, et on ne peut rien y faire parce que finalement, c'est même pas illégal. Vous verrez vous verrez qu'il y a toujours une partie droite dans le bois qui permet de dire aux gens que ce bois est travaillé. Un bois travaillé, c'est un meuble. Sauf que là, ils le mettent dans des conteneurs et donc ils arrivent toujours à avoir une astuce qui fait, regardez cet arbre, il doit avoir 200 ou 300 ans. Donc vous avez beau planter 15 000 ou 20 000 arbres, vous n'aurez pas le bénéfice pour la planète de cet arbre qu'on a coupé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le combat, ça va être plutôt un combat juridique
un combat dans les journaux médiatiques, et il faut qu'on arrive à interdire l'exportation et l'exploitation du bois, parce qu'au Sénégal, on ne pourra pas s'en sortir. C'est toujours quelqu'un qui coupe un arbre, le pauvre, il n'a pas d'argent, donc on arrive toujours à pardonner ce 1, ce 2, ce 10 arbres, ce 15 arbres. Mais à la fin, ça donne ça. 5000 conteneurs de bois qui quittent le Mali, 3000 qui quittent la Gambie. Et ça, c'est à peu près ce qu'on sait. On sait que la CITES, l'annexe 2, parle du bois de Veynes, mais les chiffres ne sont pas bons, parce qu'il y a beaucoup de conteneurs qui sont cachés. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour arrêter ce trafic. Vraiment, c'est vraiment le plus important. Mais il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas de gardes forestiers, il n'y a pas qui peuvent contribuer au moins à contrôler, empêcher le... D'accord. Si la loi au Mali dit que vous avez le droit d'exporter du bois travaillé, que la CITES, qui est un organe mondial, dit que ce bois est travaillé, finalement, le Sénégal, il ne voit qu'un bois qui passe par chez lui. Donc, il ne peut pas l'arrêter. Et on a essayé, on en a arrêté il y a 15 jours. On a tout fait pour que les services ouvrent les conteneurs. Et on a même rêvé à un moment de trouver d'autres choses qui étaient illégales. Mais en réalité, on ne peut pas prouver que ce bois vient de chez nous. C'est très compliqué. J'ai expliqué qu'un paysan rentre avec une charrette avec un âne la nuit, il repère un arbre à forte valeur, il attend la nuit, 1 heure, 2 heures du matin, il le coupe, il le débite. Cette personne, vous ne pouvez pas la trouver. Donc, il le débite, il le met en tronc, comme vous avez vu les troncs qui rentrent dans le conteneur. Et donc, une fois que le délit, que c'est passé, il tape sur l'âne et l'âne rentre tout seul chez lui. Le paysan et la tronçonneuse, ils prennent un autre chemin. Donc, si jamais on arrête l'âne, ben, on n'arrête qu'un âne. Les Chinois qui sont de l'autre côté, ils n'ont jamais d'argent sur eux. S'il y a de l'argent, bon, c'est compliqué. Ils ont quoi? Ils ont déjà Carta. Donc, pour un arbre, on vous donne un scooter. Donc, c'est compliqué. Franchement, aujourd'hui, il y a une seule façon d'arrêter ce trafic. C'est que la CITES accepte de mettre le bois de Veynes interdit à toute exportation et toute exploitation. Nous, on reste 10 ou 15 millions au Sénégal. Ben, on va exploiter notre bois tranquillement dans le temps, on va en planter, Mais si d'autres pays comme l'Occident, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde s'intéressent à nos forêts, c'est fini, c'est un peu comme l'Amazonie finalement, il n'y en aura plus. Merci Youssef, on va continuer à discuter, à avancer dans l'éclaircissement des données du problème en demandant à Sergio, lui, comment il fait, puisqu'il travaille avec les Rangers. Justement, normalement, c'est toi qui formes les gardiens, ceux qui empêchent le braconnage. Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est nous qui formons les Rangers dans de très nombreux parcs nationaux et réserves en Afrique. Déjà, permets-moi, avant de commencer, de dire que je suis ravi d'être ici parce que j'ai l'impression un petit peu suite aux propos de Philippe, d'être un petit peu en Afrique, parce qu'il nous a parlé de gangsters, il nous a parlé de mafia à l'extérieur, j'en doute pas, et c'est génial parce que j'ai l'impression d'être à la maison, on est tellement habitué à ça. Donc, merci pour cet accueil. Donc, plus sérieusement, l'organisation que j'ai la chance d'avoir créée en 2015, Wildlife Angel, est une organisation opérationnelle. Je ne veux pas entendre le mot d'ONG. Je vous dirai pourquoi après, dans 10 minutes, soyez patients. Donc nous sommes une organisation opérationnelle dont l'objectif est la protection de la biodiversité, de la faune sauvage, mais pas que, de la biodiversité, parce que si nous perdons les forêts et si nous perdons les savanes, ben nous perdons l'habitat naturel des chimpanzés, des gorilles, des éléphants, etc. Donc c'est un combat et un seul, la biodiversité, ça c'est très important. Donc cette biodiversité, comment nous la protégeons? Ben, nous avons décidé d'être, comme le dit notre slogan, en première ligne aux côtés des rangers, c'est-à-dire avec eux, sur le terrain, face à l'adversité. Alors on va parler justement d'adversité. Au départ, quand on a créé Wildlife Angel en 2015, on s'est dit on va lutter contre la criminalité environnementale illégale.
C'est important ce que je vous dis parce que dans 2-3 minutes, je vais en aborder une autre. Donc on a été confronté à la criminalité environnementale illégale, c'est-à-dire le braconnage avec lequel on a eu pas mal de soucis sur les cornes de rhinocéros, sur les os de félins, sur les défenses d'éléphants. Ça me fatigue de rappeler tout le temps que nous perdons par jour 2 rhinocéros, que nous perdons plus de 20 éléphants par jour, dont je ne vous le rappellerai pas. Ah si, je l'ai fait. Mais c'est quand même important, il faut quand même le garder en tête, d'accord? On perd ces animaux-là régulièrement. On a moins de 400 000 éléphants dans tout le continent africain aujourd'hui. Il y en avait 20 millions au début du XXe siècle. Ça aussi, c'est quand même important à bien imprimer. Donc, pourquoi est-ce qu'on perd autant de biodiversité? On en a parlé. Les mafias du sud-est asiatique, avides de cornes de rhinocéros, avides d'ivoire en tout genre, avides d'eau de lion, mais également de manière plus générale, on se retrouve face à tous les brigands que l'on peut retrouver en Afrique. Ça va tout simplement du simple braconnier de base, en passant par des rebelles. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises en RDC, en République démocratique du Congo. Il y a des rebelles qui fleurissent partout, tantôt pro-Ouganda, tantôt pro-Rwanda, tantôt des anciens d'Interamo et du Rwanda, tantôt des Maï-Maï, des ADF, que sais-je. Vous avez un tas de rebelles qui se nourrissent sur la bête, non seulement qui mangent un petit peu de viande donc au passage, mais surtout qui en font un commerce illégal. L'orpaillage illégal également, donc qui détruit non seulement le sous-sol, mais en plus qui apporte toute une quantité de poisons qui empoisonnent les nappes phréatiques et qui font mourir une quantité énorme d'animaux. Voilà un petit peu le paysage, je finirai, mais je ne rentrerai pas forcément dans le détail. On a maintenant de plus en plus, nous sommes intervenus, j'ai une partie de mon équipe qui est là avec moi aujourd'hui, au Niger, au Burkina Faso jusqu'en 2019. Nous ne pouvons plus intervenir. Tous les rangers que nous avons formés, je dis bien tous les rangers que nous avons formés pour répondre à ta question, au Burkina, au Niger, ne sont plus dans les parcs nationaux parce que les terroristes les ont remplacés. Et ça aussi, on en parle très peu aujourd'hui. On nous parle de tas de pays, malheureusement, qui sont en difficulté. Mais ça, j'aimerais que vous le sachiez. Les rangers, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus travailler à cause de l'insécurité, tout du moins dans ces pays. Ça, c'était au début, en 2015. Et puis, en travaillant dans les différentes régions d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique australe en bas, on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième catégorie de criminalité environnementale, plus perverse, parce que celle-ci, elle est légale. Les populations locales, les communautés qui se développent, qui font de l'agriculture, qui vont jusque dans les parcs nationaux. Vous avez également donc l'orpaillage, mais celui-ci gouvernemental, d'État. Et vous avez toutes nos grosses multinationales, et Dieu sait s'il y en a en Afrique, et comme tu le disais dans l'introduction, qui ont décidé tout simplement, en se donnant bonne conscience, de piller depuis plus d'un siècle le continent africain. C'est le continent, à mon sens, le plus riche de la planète. Et c'est celui qui a été le plus appauvri par qui? Par les multinationales. Alors ça a commencé par la colonisation, n'en déplaise à nos ancêtres, et ça continue avec les multinationales. De tous horizons, américaines, chinoises bien évidemment de plus en plus, mais pas que. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation paradoxale où nous combattons avec nos frères rangers sur le terrain face à l'adversité, c'est pas rose tous les jours, mais de plus en plus, on est confronté à une criminalité environnementale légale, autorisée par les États, autorisée par les gouvernements africains, autorisée également par les grandes organisations internationales. J'entends parler de CITES, j'entends parler du l'UICN. Connaissez l'UICN? L'Union internationale de la conservation de la nature, gigantesque organisation qui se réunit. Et merci donc à ton père, il a été génial dans la vidéo quand il parle, vous savez, de ces grands colloques, de ces grands séminaires. Ils en font un la semaine prochaine à Marseille. Les gens de l'UICN vont venir de toute la planète entière. Avion. Ils ne viennent pas en calèche, je vous rassure, ils viennent en avion. Ils vont dépenser des sommes conséquentes pour dire quoi? Ce que je vais vous dire, moi, ce qu'ils vont dire. Au bout de 2-3 jours de séminaire, ça ne va pas là du biodiversité. Il y a un problème, il faut faire quelque chose. On va mettre en place des plans, un plan pluriannuel axé sur la protection, etc. Voilà ce qu'ils vont se dire. Moi, j'aimerais leur faire gagner de l'argent et leur dire, vous savez quoi? Restez chez vous la semaine prochaine, ne venez pas à Marseille, et la décision, vous pouvez la prendre automatiquement.
Il faut défendre la biodiversité. Aujourd'hui, on parlait de solutions, c'est une gabegie. De l'argent, messieurs, dames, je vais vous le dire, il y en a partout. Il y a des quantités monumentales d'argent frais dans le monde entier. Le problème est qu'il ne va pas aux bons endroits. Il est capté soit par des gouvernements corrompus, et pire, et on est là pour parler vrai, de toute façon ceux qui sont dans la salle qui me connaissent savent que je parle toujours vrai. Il est capté par des grosses organisations qui ne sont jamais sur le terrain, qu'on ne voit jamais, pardon. On voit leurs 4x4 rutilant dans les capitales où nous intervenons, ça oui. Mais par contre, quand nous sommes sur les zones, demandez à mes collègues, on n'a jamais vu un 4x4 siglé d'une grande organisation, soi-disant de protection de la nature, dans les zones où nous intervenons. On a à notre actif plus de 7 pays avec une dizaine de parcs nationaux. C'est quand même bizarre. Ou alors on n'est pas aux bons endroits, peut-être. Voilà, donc des solutions, il y en a. La solution, elle est claire. Il faut de l'argent. L'argent, il y en a. Le problème étant, c'est qu'il y a des capteurs qui sont au milieu et qui vont faire en sorte que, et ça je vous donne un chiffre réel, sur un projet de 15 millions d'euros au départ, écoutez-moi bien, 300 000 arrivent sur le terrain auprès des rangers. À tout moment, je peux vous prouver ces chiffres. 15 millions d'euros, 300 000 sur le terrain. Est-ce que tu peux, merci beaucoup déjà pour ça, et est-ce que tu peux préciser un point qui est comment ça se passe entre les rangers et les populations locales? Parce que j'ai lu dans un journal très bien informé, Le Monde diplomatique, qu'il y avait quand même des tensions et que notamment certaines sociétés de sécurité, sous couvert de faire le ranger, faisaient en fait un peu la police au détriment des chasseurs locaux, des populations locales, et notamment une société sud-africaine qui s'appelle African Parks. Voilà. Alors déjà que je suis entendu avec eux, les gars, on est mal barrés là. J'ai presque un procès avec eux, donc pour diffamation. Bref, alors, à cause du monde diplomatique d'ailleurs. Non, sérieusement. Oui. Abonnez-vous, soutenez-nous. Dans notre slogan, donc on le dit souvent, pour réussir ce fabuleux pari de protéger la biodiversité, il est nécessaire que les populations locales soient le plus impliquées possible. Et nous travaillons bien évidemment au contact des chefferies, au contact des villageois, au contact des communautés. Et c'est très important pour nous. Dans les derniers rangers que nous avons formés au Niger, plus de 90% de la population venait des villages alentours. Donc c'est pour vous dire pour nous l'importance qu'il y a d'associer les populations locales. Donc ça c'est un point déterminant. Par contre aujourd'hui, parce qu'encore une fois, certaines organisations se sont rendues compte qu'il y avait quand même énormément d'argent dans la protection de la biodiversité, et comme on le dit tout à l'heure, il y en aura de plus en plus. Ces organisations-là ont compris qu'il y avait énormément d'argent à se faire. Et aujourd'hui, donc, par rapport à nous, elles ont mis en place des organisations pour former des rangers, pour protéger des zones, mais on se rend compte qu'en fait, que derrière l'appât du gain, rien d'autre ne les motive, et surtout, et ça c'est important, les rangers sont formés n'importe comment. Quand on forme des rangers, on leur tire un discours déterminant de discernement. Ils doivent avoir la capacité à discerner le niveau de menace qu'ils ont en face d'eux, donc d'adapter la réponse au niveau de menace. Quand on intervient au Botswana et que nous avons en face des chasseurs-cueilleurs bushmen qui vont tirer à l'arc, après de multiples péripéties, une petite antilope pour manger, parce que c'est leur rituel. Et d'un autre côté, vous avez donc des rhinocéros qui sont massacrés pour leurs cornes pour satisfaire les besoins de certaines populations en Asie du Sud-Est. Ce sont deux choses différentes. Quand nous avions, comme nous, au Niger, l'État islamique juste en face de nous, en face des rangers et de nous-mêmes, ce n'est pas non plus les mêmes motivations, la même réponse. Or là, dans le cas que tu évoques, ces organisations, il n'y a pas qu'African Parks, le WWF est dans le coup aussi. Le WWF est dans le coup, donc on va appeler un chat, hein, dans une région donc, qui concerne les pygmées, d'accord. Ils ont fait former des rangers, les rangers sont rentrés dans un village pygmée, ils ont frappé, ils ont battu, ils ont violé tout le monde. Ça ne se fait pas. Non seulement ça ne se fait pas parce que humainement ça ne se fait pas, et en plus on se rend compte que ces rangers-là, on leur a inculqué n'importe quoi. Donc à la limite, je préférerais que personne ne les forme dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, former des rangers, c'est un acte complexe. C'est pas simplement les faire courir ou savoir se servir d'une boussole. C'est très compliqué, il faut leur apprendre à mesurer, identifier la menace et dans leur boîte à outils, être capable de choisir le niveau de réponse
adapté. Et malheureusement, il y a des organisations qui se sont lancées dans ce trafic juteux. Alors encore une fois, pourquoi? Parce que ces grosses organisations ont la capacité de capter ces sommes d'argent. C'est ça le problème. Et encore une fois, sur le terrain, mais les pauvres rangers donc, ne sont pas plus motivés ni formés que ce qu'ils devraient être. Merci. Alors justement, en Afrique, il y a des gens qui luttent, et on les appelle les lanceurs d'alerte, et parfois au péril de leur vie. Et donc l'objet, Henri Tuliez, de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, c'est justement d'essayer de construire une protection concrète, pratique, et pour toutes ces personnes. Exactement, merci. Bonjour à tous. Je vais juste faire une petite parenthèse pour remercier aussi Philippe et toute l'équipe de Darwin de nous avoir accueillis dans ce très beau lieu, malgré les nombreux obstacles. Donc vraiment merci pour toute cette organisation. C'est assez fabuleux d'être là. Alors en effet, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, elle est née d'un constat. Ce constat, c'est qu'on parlait tout le temps de la corruption, on parle tout le temps de la régression de l'état de droit en Afrique, on parle souvent des atteintes à l'environnement, des violations des droits de l'homme, mais on a toujours souvent un problème, c'est celui de pouvoir le prouver. Prouver ces atteintes, prouver ces violations, prouver ces abus. Et donc l'idée a été de créer une plateforme qui soit là pour protéger celles et ceux qui veulent dénoncer ces abus, que nous appelons donc lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, va être le témoin d'activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général, et qui va décider de les rendre publiques ou de les dénoncer afin d'y mettre un terme. Vous connaissez tous Edward Snowden. Personne ne répond mieux à la définition de lanceur d'alerte que Edward Snowden. Mais à notre grande surprise, il y en avait aussi beaucoup qui, en Afrique, qui étaient prêts à prendre des risques aussi importants qu'Edward Snowden. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette organisation, afin de réveiller les consciences tout en luttant contre l'impunité et tout en protégeant celles et ceux qui décidaient de les rendre publics. Donc PLAF est une petite ONG, je vais utiliser le terme ONG simplement pour dire qu'on n'est pas gouvernemental, bien malencontreusement parfois, qui est basée à Paris, mais qui a des bureaux à Dakar et en Afrique du Sud, et qui va proposer plusieurs services aux lanceurs d'alerte. On va leur donner un moyen protégé de communiquer avec nous, on va faire une évaluation des risques juridiques et des risques physiques qu'encourt un lanceur d'alerte. On va le mettre en sécurité quand cela est nécessaire, ça peut nécessiter une délocalisation ou lui trouver un avocat ou une ONG sur place qui peut l'assister. PLAF va également participer aux enquêtes, c'est-à-dire que l'information qui va être donnée par le lanceur d'alerte va faire l'objet de notre propre enquête afin de l'approfondir, de jauger de la crédibilité de cette information, afin de pré-mâcher ces documents pour les journalistes d'investigation avec lesquels on va collaborer ou pour les autorités de poursuite, si nous préférons, à la demande du lanceur d'alerte, collaborer avec les procureurs, soit d'un pays africain, soit d'un pays étranger, qui sera notamment compétent du fait de la transgression des frontières par les flux financiers illicites. Et puis on va aussi servir de bouclier entre le lanceur d'alerte et le média, ou entre le lanceur d'alerte et les autorités de poursuite, car malheureusement, parfois des journalistes très bien formés, de très bonnes intentions, vont donner des éléments dans un article qui vont permettre d'identifier la source et de la mettre obligatoirement en danger. Donc on va aussi former des journalistes afin d'éviter que ce genre de choses arrivent. Et puis on va aussi se faire l'intermédiaire entre le lanceur d'alerte et le procureur par exemple, ou l'officier de police judiciaire. On existe depuis 2017, mais on a déjà réussi à prouver qu'il y avait beaucoup de lanceurs d'alerte en Afrique et qu'il fallait les aider. On a été notamment à la source de plusieurs grandes révélations, comme les Gupta Leaks en Afrique du Sud. On a aidé des lanceuses d'alerte qui ont montré ce qu'on appelle le state capture, c'est de permettre de montrer comment des intérêts privés sous le mandat de Jacob Zuma avaient permis à des entreprises ou à des mafias de prendre le pouvoir au détriment des Sud-Africains. On a aussi lancé il y a 1 an et demi les Luanda Leaks, c'est des centaines de milliers de documents qui ont permis de montrer comment la famille de l'ancien président angolais avait siphonné les ressources de l'État et envoyé l'argent dans énormément de paradis fiscaux, que ce soit notamment Dubaï et autres. Et aujourd'hui, la famille de cet ancien président se trouve enfermée à Dubaï avec l'impossibilité de voyager, les avoirs ayant été gelés dans de nombreux pays. Mais alors je voulais profiter de cette occasion parce que vous êtes peut-être en train de vous dire mais quel est le rapport entre ça
et le réchauffement climatique. Et bien justement, je voudrais vous parler simplement du cobalt. Le cobalt, c'est un minerai essentiel à la transition énergétique. Le cobalt, on en a tous sur nous. On le trouve dans les batteries des téléphones portables, des ordinateurs, des vélos électriques, des voitures électriques, etc. Or, le cobalt, on ne le trouve pas dans de nombreux pays dans le monde. À vrai dire, 2/3 du cobalt dans le monde vient de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, quand on parle de ce pays, vous pensez aux guerres, vous pensez à tout ce qui va mal, mais il y a aussi des choses belles qui se passent au Congo, notamment le docteur Mukwege que vous pourrez écouter demain. Mais il se trouve que la RDC, c'est le pays le plus riche du monde. C'est le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Il y a de tout, de l'or, du zinc, des diamants, du coltan, du cobalt. On a trouvé récemment du pétrole. Et malheureusement, c'est un des pays où la population est la plus pauvre du monde. Et donc, qui bénéficie de tout ce pillage du Congo, où des hommes, des femmes, des enfants sont englués dans l'extrême pauvreté? Eh bien, je vais reprendre le terme de Denis Mukwege qu'il avait donné à son discours à Oslo lorsqu'il a eu le prix Nobel de la paix. Ce pillage bénéficie à une oligarchie prédatrice. Alors cette oligarchie prédatrice, elle a plusieurs visages, et je voudrais parler d'un de ces visages qui est celui de Dan Gertler. Dan Gertler, c'est un homme d'affaires israélien, vous avez sans doute jamais entendu parler de lui. Et bien pourtant, on est tous en train d'aider Dan Gertler à s'enrichir. Dan Gertler, pendant des années, il a été l'intermédiaire entre les multinationales minières et Joseph Kabila, l'ancien président, l'ancien dictateur de la République démocratique du Congo. Eh bien, ce que faisait simplement Dan Gertler, c'est qu'il allait au Congo, il comprenait où est-ce qu'il y avait des mines intéressantes, il achetait cette mine, ces permis miniers à vil prix à l'État congolais et les revendait quelques années plus tard à des sociétés multinationales, à des sociétés minières internationales, et faisant un bénéfice incroyable. Il a été sanctionné en 2017 par le Trésor public américain en raison de son lien avec Joseph Kabila. Le Trésor public américain, considérant qu'en 2 ans seulement de son exercice financier, de 2010 à 2012, la République démocratique du Congo avait perdu environ 1,36 milliard de dollars, simplement du fait de ses ventes et de ses contrats léonins. Il a tiré des avantages notamment faramineux à partir des deux mines les plus importantes au monde de cobalt, qu'il a revendu ensuite à Glencore. Glencore, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Glencore, c'est la multinationale la plus puissante au monde dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est la première multinationale de négoce de matières premières et de minerais. Et donc, ces 2 mines de RDC, eh bien, elles représentent 36%, j'ai vérifié, 36% de la production mondiale de cobalt. Donc vous avez une chance sur 3 d'avoir du cobalt de cette mine dans votre téléphone. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dan Gertler? Eh bien, il avait acheté ces mines à vil prix et puis il les a revendues. La première, il l'a revendue quelques années plus tard en faisant une plus-value de 800 millions de dollars. Et puis dans la deuxième, eh bien, là, il a fait un truc super, c'est qu'il s'est substitué à la Gécamine. La Gécamine, c'est la société publique qui s'occupe des mines au Congo. Eh bien, il a pris la place de la Gécamine. Donc les royalties ne vont pas du tout à l'État congolais, mais vont à Dan Gertler. C'est qui lui permettrait, selon une ONG belge, de toucher environ 300 000 dollars par jour. 300 000 dollars par jour. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, on a été approchés par des lanceurs d'alerte extrêmement courageux qui travaillaient dans une banque à Kinshasa et qui nous ont donné des documents nous montrant comment Dan Gertler, en s'appuyant sur une banque locale, avait trouvé des solutions pour mettre en place un réseau de blanchiment d'argent pour contourner les sanctions américaines. C'est-à-dire pour continuer à faire des transactions en dollars alors même que le Trésor public lui avait interdit. Et donc on a rendu ça public avec l'aide de plusieurs journalistes. Et on a un peu révélé le poteau rose. Quelles ont été les conséquences de ce travail? 1. Dan Gertler, il continue de bénéficier des revenus liés à l'exploitation du cobalt. Pas de problème là-dessus, on a échoué. Il a même réussi à être retiré pendant un moment de la liste des sanctions américaines juste avant que Donald Trump quitte le pouvoir. Pour vous dire à quel point on parle du cobalt en RDC, mais on arrive facilement auprès de Donald Trump. Heureusement, l'administration Biden a, après un intense lobbying de plusieurs ONG, remis Dan Gertler sur la liste des sanctions. Qu'est-ce qui s'est passé des 2 lanceurs d'alerte qui ont été à la base de ces informations? Eh bien, ils ont été condamnés à mort, voilà, tout simplement, en République démocratique du Congo. Ils ont été accusés d'association de malfaiteurs, de recel, de vol, etc. Donc ces 2
personnes pour qui j'ai une admiration énorme parce que c'est des gens extrêmement compétents qui ont décidé de travailler chez eux, dans leur pays, pour participer au développement de la RDC, qui ont mis leurs compétences et leurs espoirs dans une banque, se sont retrouvés face à des choses ignobles qu'ils ont voulu révéler afin d'y mettre un terme. Résultat, elles ont été condamnées à mort. Heureusement, on a réussi à les évacuer avant cette condamnation à mort du Congo, et aujourd'hui, ils ont tous les deux l'asile dans un pays européen et vivent en sécurité. Glencore, pendant ce temps. Bon, Glencore, les affaires fonctionnent. Elle est sous enquête en Suisse, elle est sous enquête aux États-Unis, mais il n'y a pas de problème. Elle vient de conclure un contrat avec Tesla pour l'achat de 6 000 tonnes de cobalt par an. Donc, on aime tous les belles voitures Tesla. Réfléchissez simplement que la transition énergétique vers le tout électrique, ça permet aussi à des gens comme Dan Gertler de s'enrichir, des gens comme Joseph Kabila de s'enrichir, et au Congo de s'appauvrir. Et nous, nous, qui sommes bien gentils et qui nous achetons tous des téléphones, eh bien nous bénéficions au pire du produit d'une infraction, ce qui nous fait de nous tous des receleurs, au mieux de l'exploitation d'un minerai dont l'exploitation ne profite pas au peuple congolais. Donc, réfléchissons à tout ça quand on s'achète des nouveaux matériaux. À qui profite le cobalt? Eh bien, je vais quand même vous offrir quelques pistes de réflexion, parce que je pense qu'on peut quand même y arriver, et je remercie à nouveau Darwin de nous rassembler tous ici. Eh bien, il faut continuer à croire au régime des sanctions quand ça vient des États-Unis, faire en sorte que l'Union européenne se mette à sanctionner les grands corrupteurs, à sanctionner les banques qui facilitent les flux financiers illicites. Il faut renforcer tout ce qu'on appelle le devoir de vigilance. On a une loi en France, on est le seul pays à l'avoir. Il faut l'utiliser afin de sensibiliser le consommateur, pour le conscientiser, pour l'aider à comprendre ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut refuser d'acheter. Et puis, il faut encore et toujours renforcer la protection des lanceurs d'alerte en Afrique et ailleurs. La transition énergétique, elle pourra profiter au peuple congolais, à nous autres occidentaux, et non à cette oligarchie prédatrice si nous continuons à nous mobiliser. Je vais maintenant laisser la parole à Fadel, qui va aussi vous parler du travail qu'on est en train notamment de faire avec Océanium. Merci. Voilà, Fadel Barro, qui est à Kaolack au Sénégal, et qu'on va avoir donc à distance, qui est donc membre de Y'en a marre, mais qui travaille avec la PLAF. Alors Fadel, voilà, on te voit. Nangadef. Magnifique. Nous bonjour tout le monde. Bonjour la salle, j'aurais aimé être là avec vous, mais les contextes sanitaires confrontés à nos propres éthiques ne nous permettaient pas de faire ce déplacement. Mais heureusement que la technologie nous permet de rester ensemble, et je ne remercierai jamais Darwin de nous faire participer à ce festival. Dans les questions qu'on m'avait posées, il y avait comment nous, générations qui n'avons pas connu directement la colonisation, mais aussi la décolonisation, se sont retrouvés impactés par cette colonisation, à la fois dans nos imaginaires et dans nos façons de faire. Je vais essayer de mettre tout ça à partir d'un exemple. L'exemple de là où je me trouve aujourd'hui, Kaolack. Je pense que je vous ai envoyé une carte. Moi, je vous parle au nom de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, ici au Sénégal, mais en même temps ancien coordinateur et cofondateur du mouvement Y'en a marre, et aujourd'hui aussi initiateur d'un mouvement qui s'appelle Jamni Kaolack, ça veut dire la paix des Kaolackois. Si vous voyez sur cette carte, c'est la commune de Kaolack. Kaolack est la commune de Kaolack, c'est la région et la capitale régionale de Kaolack qui fait 16 010 km² sur une population de la commune de 410 000 habitants. Et que vous voyez en plus haut, ça veut dire que dans le nord, vous voyez un fleuve, un petit fleuve, c'est le bras de mer qui s'appelle le Saloum. Tout le monde connaît Michel Haïdar a parlé tout à l'heure du Sine Saloum, de cette mangrove que vous voyez. Il vient échouer ici à Kaolack, ce bras de fleuve vient échouer, bras de mer plutôt, vient s'échouer ici à Kaolack et a créé une ville là. Mais en fait, cette ville a été créée par le colonialisme, par un ancien gouverneur à l'époque, un premier chef de canton plutôt qui s'appelait Noiro, qui d'ailleurs il y a un pont à côté qui porte son nom. Et quand on a créé Kaolack, les gens, on a trouvé sur place une population autochtone.
mais en même temps, c'est développer une industrie. Et cette industrie, c'est le salin. Vous le voyez au sud du fleuve. Ce qui semble être, vous avez l'usine de salin et les marais salés autour. C'est-à-dire que c'est des champs de sel. Tout ce que vous voyez en vert, là, ce sont les marigots que cette entreprise a installés pour mieux exploiter le sel de plus de 150 ans. Après les indépendances, ils ont cédé 49% de ces parts à l'État du Sénégal et les 51% sont aujourd'hui détenus par les salins du Midi et les salins de l'Est. Je pense toutes deux des sociétés françaises. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos imaginaires, nous, en tant que jeunes Kaolackois? C'est-à-dire que moi qui ai grandi dans cette ville, vous voyez, le centre-ville, c'est vraiment autour du fleuve, en face des installations de salins. Jeunes, jusqu'à maintenant, on n'a jamais pensé que cette ville pouvait aller au-delà de Salins. Pour nous, le mur de cette ville, ce sont les Salins. Et on est allé habiter donc vers le nord, petit à petit, mais on n'habite que sur des marécages, sur des espaces marécageux qui devaient arrêter l'avancée de la langue salée. Et du coup, nous l'avons desséché. Et donc, non seulement tous les hivernages, pendant la saison des pluies, nous avons des inondations énormes, mais en même temps, quand il y a l'avancée de la langue salée qui a un impact terrible sur la qualité de la vie, tout simplement. Ici, pour faire un mur, c'est extrêmement difficile parce que de plus en plus, les murs sont rongés de l'intérieur. Mais comme nos eaux sont rongées de l'intérieur, comme aussi notre vie est rongée de l'intérieur, on vit mal à Kaolack. Il n'y a pas d'épanouissement de l'humain, tout simplement, ou du vivant. Toute la biodiversité a été tuée par l'avancée du sel. D'une part, il y a une avancée de la langue salée qui passe par la terre. Et d'autre part aussi, le vent, tu vois, vous avez vu ces vastes installations, ce sont des grandes pyramides de sel, déposent par le vent du sel sur les arbres qui ne le supportent plus. Et donc aujourd'hui, sur toute la partie nord, tout autour de la région de la commune de Kaolack, il y avait des potagers, il y avait des jardins maraîchers. Et tout ça a disparu parce qu'on n'a plus d'eau douce. Nous subissons de plein fouet ce que d'une part les gens appellent changement climatique, mais nous considérons simplement que c'est une avancée de la langue salée que nous connaissons, qui avait été fixée par les marécages, mais aujourd'hui les gens habitent sur les marécages parce qu'on n'a pas été capable de nous déployer au-delà du fleuve pour imaginer une autre vie possible. Vous allez voir, je pense, sur les images, je vais envoyer quelques photos sur l'impact de ce sel sur le mur. Ça, c'est notre vécu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce que j'ai envie de dire à partir de cela, pour parler un peu des imaginaires, c'est que nous nous retrouvons dans des situations où, dès le début de la colonisation, les gens, ils ont posé des mécanismes qui bloquent, en tout cas qui étranglent l'épanouissement de l'humain, tout simplement. On ne parle pas ici d'écologie, mais on parle simplement de vivant. Quelle interaction pour les vivants? Comment on peut habiter, nourrir avec et laisser aussi à chaque forme de vivant le moyen de régénérer, le moyen de continuer à suivre ce cycle de vie. Tout ça, ça a été bloqué, ça a été arrêté subitement. Et le type d'éducation que nous avons eu ici au niveau de l'école, comme au niveau de la conscience des masses, ne permet pas aux gens d'aller au-delà de ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est un mur de sel devant eux. Ils ne peuvent plus avancer. Et je pense que la solution, je vais en terminer là parce que je veux permettre surtout les échanges. Moi, je suis arrivé à un niveau où je ne pense plus que les solutions peuvent venir de structures associatives, qu'elles soient d'ONG, en tout cas toute forme de réflexion ou d'action qui viennent d'ailleurs, mais qui n'est pas portée, nourrie dans la réflexion et portée par les citoyens, par les habitants, des gens qui vivent, en tout cas par les habitants de la localité. Et quand vous commencez à le faire, comme moi j'essaie de faire ici à Kaolack avec mon mouvement Jambi Kaolack, j'estime que parce que pour moi, tout cela aussi est éminemment politique, parce que ce sont des décisions politiques qui nous ont amené toute cette catastrophe. Toutes les ONG du monde, toutes les associations peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que vient de dire M. Haïdar, qu'Henri a parlé un peu, c'est un dossier que Place suit, par exemple, sur la coupe du bois. Mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire grand-chose tant que vous avez des politiques qui sont sensibles à la corruption des multinationales, qui sont en collusion avec les mafias, et aussi des ONG aussi qui, prenant une certaine ampleur, sont obligés de gérer quelques détails, en tout cas quelques compromis avec les États, et qui ne permettent pas l'explosion du vivant.
Et à partir de ce moment, pour moi, la solution, il faut prendre les commandes. Comment prendre les commandes? Il ne suffit pas d'aller prendre la présidence de la République, être ministre de quoi que ce soit, mais il faut prendre la commande de l'opinion publique à la base. Il faut, au niveau des petites institutions, comme des municipalités ou des chefs de quartier, essayer à ce niveau d'agir et d'expliquer aux gens ce qui se passe et avec eux, de réinventer leur vécu quotidien qu'ils ont tendance à abandonner à cause d'une modernité qui n'en est pas autre chose qu'on les montre, mais de retourner en eux et de voir comment ils ont vécu et comment ils ont pu vivre avec leur environnement, quels étaient leurs moyens qu'ils avaient déjà en eux, comment ils ont survécu jusque-là et comment ils peuvent continuer. Je pense que c'est de ce point de vue simplement qu'on peut changer les choses. C'est une expérience extrêmement difficile parce que moi, je suis en plein dedans. J'essaie d'être avec les gens, de discuter, de voir comment on peut prendre les commandes à petite échelle pour essayer de montrer une nouvelle façon de coexister avec notre environnement et de montrer aussi aux gens l'ampleur. Par exemple, si le salin de Kaolack, là, les Kaolackois, peu de Kaolackois l'ont une fois surplombé ou regardé sur Google Earth pour voir vraiment ce qui se passe. Que pour eux, ils ne voient que quelques montagnes de sel, ils pensent que tout s'arrête là. Comment on peut arriver, et ça, il n'y a que les municipalités qui peuvent le faire, leur montrer qu'on peut s'exporter. Je ne veux pas accuser personne parce que d'ailleurs, c'est là où je devais le terminer. Je n'apporte pas de réponse, je apporte des questionnements. Comment aujourd'hui, l'inaccessible, parce que ça aussi c'est un grand problème, l'accès aux données. Vous êtes un citoyen kaolackois qui a envie de comprendre cette entreprise, comment ça marche. Même bien que collecter des données sur la population kaolackoise, c'est un grand problème. Ce matin, je le racontais à quelqu'un, j'étais à l'Agence nationale des statistiques du Sénégal, son bureau local à Kaolack. J'essaie juste de voir quel est l'apport de cette industrie au niveau de la municipalité, quel nombre de populations y travaillent, mais ils m'ont dit que c'est des données personnelles. Je dis, d'accord, mais je suis un citoyen et c'est des données qui me concernent, ce sont mes données et c'est le service public. Mais on ne vous le donne pas, on ne vous donne rien. Comment alors, à partir de ce moment, nous pouvons mutualiser à tous les niveaux les enquêtes qu'il faut sur cette entreprise qui, depuis 150 ans, est là, fait semblant de ne rien faire, mais qui est en train de tuer toute une population. Quand je dis toute une population, c'est toute une population de vivants, parce que le sel, en avançant, ne laisse rien derrière. Voilà, tous ces questionnements-là ne peuvent se poser que quand on acceptera de mettre les mains à la pâte et arrêter de penser que, oui, nous sommes cloisonnés là, on est ONG là, on est cloisonnés là, on est association, on est cloisonné là. Non, la réponse doit être globale, mais il faut qu'on trouve cette intelligence d'agir ensemble, chacun là où il peut, pour atteindre les mêmes objectifs. Bravo. Merci. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit et des gens qui passent, c'est aussi ça le vivant. Je vous invite dans une maison typique de Kaolack. Alors, merci beaucoup. On est un peu pris par le temps là, mais on a le temps de prendre quelques questions de la salle. Il y a un micro qui peut circuler. Question y compris pour Fadel, hein, qui nous entend très bien depuis Kaolack. La première question est toujours la plus dure, donc on peut passer à la deuxième tout de suite, si ça vous aide un peu. Voilà, ben voilà. Ça... Bonjour. Donc, je viens d'entendre le témoignage de monsieur. J'ai pas le nom, son nom s'était pas affiché, donc je sais plus. Fadel Barro. Fadel Barro, d'accord. Je trouve que c'est extraordinaire de lucidité. Enfin, tout ce qu'il dit, moi, on retrouve un peu les mêmes problématiques finalement ici. Donc, le besoin de s'appuyer sur la participation citoyenne et une appropriation réelle des enjeux, je pense que c'est effectivement la clé. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est une histoire. Moi, ça me touche, hein, l'histoire des lanceurs d'alerte qui sont menacés de mort. Juste pour avoir révélé une vérité qui était dans l'intérêt général, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer des choses un peu moins dangereuses, entre guillemets, donc du coup avec l'aide de ce type de structure, en se disant, mais finalement, la constatation du mal, c'est une chose, mais la spécification du bien, c'en est une autre, et en fait, la constatation du mal ne suffit pas. C'est-à-dire punir les méchants, ça fait des milliers d'années qu'on punit les méchants, on ne sait même pas exactement d'ailleurs ce qui est légal, ce qui n'est pas, les citoyens ne le savent pas. Par contre, un label qui dit ce qui est le bien, le label bio, par exemple, je prends un truc au hasard, on a un exemple de succès qui est flagrant, qui a été adopté massivement dans tous les pays, que les consommateurs s'approprient. Il y a des bouquins qui expliquent ce que c'est que le label bio, en quoi ça met des contraintes qualitatives. Et on peut imaginer, pourquoi pas, un label Life
friendliness, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une activité économique, mais qui ne détruit pas la vie ni des habitants, ni des salariés, ni des travailleurs, ni la biodiversité, tout simplement. Et donc un label de respect de la vie que les citoyens pourraient s'approprier, qui ferait l'objet de débats évidemment politiques permanents, c'est normal, hein, c'est le jeu, mais du coup quelque chose d'un peu moins risqué peut-être, et un peu plus constructif, où on dit ce qu'on veut. Parce qu'en fait, je crois qu'on a ce problème en fait, de dire ce qu'on veut pas sans arrêt, mais quand on demande ce qu'on veut, c'est pas quoi dire souvent. Donc est-ce que c'est dans les idées, est-ce que ça pourrait être une évolution possible du modèle associatif qui aide les lanceurs d'alerte, de définir des labels qualitatifs? Voilà une proposition. Je vois qu'il y a un monsieur qui veut intervenir. Voilà, il lève le bras, allez-y. Merci. Je voudrais d'abord m'associer à l'hommage qui a été rendu à Haïdar El Ali. En tant que Sénégalais pêcheur, je le connais bien. C'est un jeune frère, un ami. Donc vraiment, je sais qu'il pensait que sa volonté n'avait pas de limite, alors qu'il oubliait que c'est un homme comme tout le monde. Il s'est défoncé pour les biens de toute l'humanité. Nous lui souhaitons comme vous un prompt rétablissement. Alors je voudrais revenir sur la coupe de bois. Parce que déjà, nous les pêcheurs au Sénégal, le gouvernement s'est engagé à la suppression des pirogues en bois. Alors que les pirogues en bois, c'est les pirogues traditionnelles que nous avons héritées de nos grands-parents. Ils veulent s'orienter vers la fabrication de pirogues en fibre de verre. On ne peut même plus avoir du bois pour réparer nos pirogues. Alors que rien n'est secret dans ce qui se passe par rapport au trafic du bois. C'est au grand jour que ça se passe. On n'a pas envie de prendre des trafiquants. Mais moi, je vais vous montrer des images. C'est des entreprises indiennes et chinoises installées au grand jour qui ont pignon sur rue en Gambie. En Gambie, qui tournent, qui coupent le bois. Vous prenez votre véhicule, vous allez directement en Gambie, ces entreprises sont installées, ils ont pignon sur rue. Donc, si on ne les prend pas, c'est parce qu'on ne veut pas les prendre. Le trafic peut-être est à un niveau supérieur. L'administration est complice de ce trafic. Avec le nombre d'agents des eaux et forêts que compte notre pays, il y a combien de types d'agents? Les agents des eaux et forêts, les agents des parcs, les agents de ceci, les agents de ça, les agents des aires marines protégées. Ils en ont tellement, mais c'est parce qu'il y a la corruption. Peut-être que demain on en parlera avec l'impunité. Mais je voudrais aussi peut-être saluer Fadel Barro. Son choix est clair. Il pense que la solution aujourd'hui, c'est d'aller trouver les politiques sur le terrain, de les combattre au niveau des municipales, des élections locales. Bon, c'est discutable. Parce que la politique, souvent, on dit que la politique ne se fait pas sur la place du marché. Et tout ce qui ne peut pas se faire sur la place du marché n'est pas clair. Peut-être même n'est pas honnête. Bon, vous avez choisi de les trouver sur le terrain. Sur le terrain, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Alors, il y aurait une dernière question. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question par rapport à l'appropriation des différents projets dont vous avez parlé. On a, derrière moi aussi, on a beaucoup parlé de l'implication de populations locales, de participation, etc. J'aimerais juste savoir, dans les différents projets que vous avez pu mener, comment justement vous mettez ça en place, comment vous, par exemple pour former des rangers, comment vous faites en sorte d'impliquer au maximum les populations locales, peut-être avec la dimension du genre aussi, d'impliquer des femmes, je ne sais pas si c'est le cas, d'impliquer des hommes, comment vous les recrutez, comment vous faites en sorte que ce soit principalement des habitants de villages locaux qui sont impliqués, et puis peut-être pareil avec les autres projets qui ont été discutés. Voilà, c'est une question que je me pose parce que, comme on l'a dit, c'est essentiel, et puis savoir quelle démarche est mise en place aussi, je pense que c'est important peut-être de le préciser. Merci.
C'est parfait, les 3 questions concernent les 4 intervenants, donc c'est absolument parfait. Chacun va pouvoir répondre sur la pêche, sur les labels, sur les populations locales, sur la politique. Donc, messieurs... je peux commencer sur les rangers, je serai bref, après je laisserai la parole à mes collègues. En ce qui concerne les rangers, donc, au départ, il faut une autorisation, bien évidemment, gouvernementale. Donc, ça part en général d'un besoin d'un organisme étatique, d'un ministère de l'Environnement, d'une direction générale des eaux et forêts. Nous intervenons sur le terrain et c'est là qu'on commence à discuter. Nous, on leur impose des quotas, c'est-à-dire qu'on leur dit... Dans la zone d'intervention, je vais prendre un exemple très concret puisqu'on l'a vécu, donc plutôt que de parler en général, on intervient sur un parc national qui s'appelle le parc W, transfrontalier entre le Burkina, le Bénin et le Niger. Sur la partie nigérienne, donc avec l'accord du gouvernement nigérien, bien évidemment, on va dans la zone concernée, on se rapproche des chefferies, on rencontre même l'imam des différents villages, ça dépend. Et là, donc, on lance une campagne de recrutement. Dans lesquelles donc, on va s'appuyer à 90% sur les populations locales. L'intérêt, il est double. Dans un premier temps, et je crois que tous les intervenants qui se sont succédés aujourd'hui l'ont dit, si on ne part pas sur un besoin sur le terrain, si on n'implique pas les acteurs locaux, on n'y arrivera à rien. Fadel en parlait tout à l'heure, ce sont des pays qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu la néocolonisation aussi, il faut appeler un chat un chat. Donc justement, dans ces projets, pour qu'ils soient viables et qu'on obtienne des résultats, il faut que les acteurs, quand on dit impliqués, c'est même pas suffisant. Il faut qu'ils soient impliqués, certes, mais qu'ils s'approprient complètement le projet. Donc on implique les acteurs locaux, on recrute ces rangers, et ensuite l'objectif, nous on est là en appui, et notre objectif, et tout le monde le sait quand on intervient, c'est de partir le plus vite possible, c'est-à-dire de faire monter en compétence des acteurs qui vont prendre locaux, qui vont prendre notre relève, de manière à ce qu'ensuite, et c'est ce qu'on avait commencé à faire au Niger, les formateurs Wildlife Angels qui sont sur le terrain sont nigériens pour la Tapoa, burkinabé pour le Burkina, etc. Donc voilà notre objectif. Mais encore une fois, ça c'est relativement aisé à mettre en œuvre. On a de super bons résultats. Le problème étant, c'est qu'en face de ces rangers-là, et vous l'avez compris, je ne vais pas y revenir, il y a des hydres monumentales qui mettent tout en œuvre pour empêcher leur travail et l'atteinte des résultats. Merci. Youssef, notamment sur la pêche. C'était sur la pirogue. Sunugal, notre pirogue, c'est le nom du Sénégal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'est des lobbies financiers. Qui a signé avec l'État pour faire des pirogues en résine? C'est CFAO et c'est Nissan. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est un patrimoine. On doit respecter la pirogue. Maintenant, je vais reposer la question autrement. Quand on me pose la question, à quelle période on doit planter un arbre? Généralement, les gens ils demandent la saison. Je leur réponds, il y a 30 ans. C'était le bon moment de planter un arbre, il y a 30 ans. Si on avait planté des arbres il y a 30 ans, on aurait eu assez d'arbres pour construire des pirogues comme on veut. Aujourd'hui, on ne peut plus parce qu'il faut, c'est un tronc. Un arbre de 20 mètres, c'est un tronc de 20 mètres. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est notre patrimoine, on doit le défendre, on doit continuer de construire en bois, mais il faut planter et protéger. Ce que vous dites sur la Gambie, c'est très intéressant. Parce qu'en réalité, ils ne font rien d'illégal, les Gambiens. Ils permettent au bois qu'on a trafiqué illégalement au Sénégal d'être exporté. Donc ils ont pignon sur rue. Vous allez en Gambie, c'est rempli de bois partout. Ils n'ont pas de forêt. Mais eux, ils disent, c'est chez nous. Nous, on n'interdit pas l'exportation. C'est du bois qui vient de chez nous. C'est notre économie. Ça représente 200 millions d'euros tous les 6 mois. Donc, cet argent-là, c'est le vôtre, c'est celui de vos enfants, et etc., etc. Donc oui, c'est toujours le légal, le pas légal, etc. Merci beaucoup. On me fait signe qu'il nous reste 2 minutes. Est-ce que, Fadel Barro, vous voulez répondre à l'interpellation de votre compatriote à propos du rapport à la politique? Je vais être bref. En fait, merci M. Dieng d'abord. Je peux y aller, non? C'est bon? Vous m'entendez? Allez-y, parce qu'on est très pressé maintenant. Allez-y, Fadel. Je n'ai pas décidé de faire de la politique comme généralement on le conçoit.
j'ai décidé de décoloniser l'espace politique, non pas seulement de la colonisation, mais de ces approches, de ces manières de faire qui excluent la majorité de la prise en charge de leur propre bien commun et de la prise en charge de leur propre épanouissement. Il faut refaire autre chose, autrement. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est ça le problème. À chaque fois que les gens essayent de bousculer les stéréotypes pour formuler et proposer une autre manière de faire, on les catégorise en fonction de ce qu'on sait et non pas en écoutant comment ils le conçoivent. Aujourd'hui, pour moi, c'est quoi faire la politique? Kaolack manque d'arbres, il faut commencer à planter des... C'est les hackers russes. Ou chinois. Fadel, on vous entend. Bon. Allô, vous me recevez? Oui, oui, allez-y. Pour conclure. J'étais en train de dire, pour conclure, il faut faire de la politique dans un espace où il n'y a plus d'arbres. Il faut que les mouvements qui disent faire de la politique se mobilisent à planter des arbres partout. Mobiliser les associations qui sont sur le terrain et qui font des choses remarquables, qui n'ont pas accès aux ressources, qui n'ont pas accès au financement, de les doter de moyens, de les organiser pour qu'ils aient accès et qu'ils accompagnent cette manière. C'est comment dans chaque peuple, à niveau de chaque collectivité, voir qui fait quoi et le grandir ce qui est bien et essayer de le déconnecter de ces manières de faire politiciennes qui veut que la corruption continue toujours de gagner, qui veut que les lobbies multinationaux continuent toujours de gagner. Il faut des hommes pour le faire. Et ce sont ces hommes-là qui se réfugient souvent, nous l'avons tous fait, derrière des associations, derrière ça. Moi, je ne veux pas mouiller le maillot, je ne veux pas me salir. À un certain moment, il nous faut trouver cette intelligence. Là où je suis d'accord, où ça ne se fait pas sur la place publique, il y a des gens qui acceptent de le faire sur la place publique. Et il faut que d'autres qui acceptent de le faire underground, qu'ils se connectent et qu'on essaie de faire advenir ce monde qu'on veut voir, qui est basé sur du vivant. J'ai évité même de dire, par exemple, j'ai vu que le doyen Ali Haïdar, à qui je rends un hommage, on a fait autre chose que cela en montant un parti écologiste. Mais il faut sortir, à mon avis, même de ça. Il faut parler simplement du vivant. Si le monde, on veut que le monde soit meilleur, il faut que ceux qui décident changent. Il faut renouveler à la fois l'offre et les personnels politiques. Merci beaucoup, Dieu et Dieu. Le dernier mot, peut-être très rapidement, Henri, parce que je crois qu'elle va syncoper notre organisatrice. Donc. Ok, je vais essayer de relier toutes les questions et donner un maximum de réponses. Vous avez dit, monsieur, tout à l'heure qu'on ne fait que punir les méchants depuis de nombreuses années et ça ne marche pas forcément. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, on ne punit pas les méchants. Et c'est ça le problème. C'est cette impunité dans laquelle on vit qui empêche de traduire en justice ceux qui vont couper du bois protégé. Quand vous coupez un arbre rose, vous devez couper tous les arbres qu'il y a autour. Donc vous imaginez l'effet de la déforestation que ça peut avoir. C'est ça le problème de la coupe du bois rose. Ensuite, l'impunité. Alors un label, oui, il faudrait un label, ce serait une bonne chose un label. Mais pour les institutions bancaires ou pour les grandes entreprises financières, le label il est déjà donné par Pricewaterhouse, par Deloitte et par les différents cabinets d'audit. Ce qu'on a vu dans les Luanda Leaks, c'est que PwC, ils avaient donné le label, ils avaient donné le tampon. Mais quand on a sorti les Luanda Leaks, eh bien finalement il y a eu une enquête interne à PwC et des gens ont été finalement renvoyés. Et alors, ça me permet de plonger sur l'autre question. Qu'est-ce qu'on fait avec les acteurs locaux et les acteurs non locaux? Quand on a fait les Luanda Leaks, ça a permis d'avoir un éditorial dans le New York Times qui venait attaquer justement les PwC, les banques, les cabinets d'avocats anglo-saxons et occidentaux qui ont permis de donner ce tampon à certaines de ces boîtes. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut revenir sur le local. Il faut sensibiliser les populations au niveau local. C'est exactement ce que vous faites avec Oceanium, c'est exactement ce que vous faites avec Wildlife, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec Fadel et Y'en a marre au Sénégal, c'est d'impliquer les gens. Ce qu'on a fait au Congo a aidé à mener et à créer des coalitions d'ONG nationales et internationales de lutte contre la corruption qui ont aujourd'hui leur mot à dire quotidiennement sur des questions de corruption. Et c'est comme ça que l'on va avancer. Monsieur le juge, je ne suis pas du tout contre le label. Je trouve que c'est une très belle idée. Je dis simplement qu'il faut toujours faire attention à ce qui se cache derrière ce label. Et le label, c'est aussi de la soft law. La soft law, ça ne permet pas toujours de condamner celles et ceux qui sont responsables de ces agissements. Sur l'impunité, il y a de l'impunité parce qu'il n'y a pas suffisamment d'état de droit. Sachez qu'en France, il y a 2 personnes qui sont poursuivies pour pillage du bois rose en Gambie et au Sénégal. Donc là où il y a l'état de droit et là où il y a une justice qui fonctionne, on arrive à punir les responsables. Je vous remercie.
sur cette note d'espoir. Bravo à tous nos intervenants et merci beaucoup.